Bonsoir. Oui, effectivement, ça fait un moment qu'on tournait un peu autour de ça. Ça tombe bien finalement que cette conférence arrive à ce moment précis. Ça tombe mal que vous ne soyez pas très nombreux parce que je pense qu'il y a une chose que les médecins de Calédonie n'ont pas encore compris, c'est que les dermatologues, eh ben, on disparaît. Il va peut-être malheureusement en disparaître 4 l'année prochaine, ce qui fait qu'on va rester à 3. Et j'ai bien peur que nos médecins calédoniens n'ont pas commencé à se former comme le sont les GP australiens, c'est-à-dire qu'en Australie, il y a peu de dermatologues, mais par contre, tous les généralistes sont impliqués dans essentiellement le diagnostic des cancers de la peau, parfois même le traitement, mais surtout le diagnostic. J'étais allé il y a quelques années à un cours de dermatoscopie, on en parlera, c'est un petit outil des dermatologues. J'avais été très surpris de voir 2 tiers de GP et 1 tiers de dermatologistes. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, et je pense que on est tous concernés, et vous le saurez encore plus dès que j'aurai pris ma retraite. Donc les dangers pardon, du soleil, et effectivement c'est cet astre magique et maléfique à la fois pour nous, pauvres sapiens, qui nous cause bien du tort. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de ce qui fait notre drame à nous les vieux, mais nos fesses restent belles, je peux vous l'assurer, aux plus jeunes. Et ce qui vieillit, ce n'est pas tant l'âge, mais vous le verrez sur d'autres diapos, c'est surtout la quantité de soleil et d'ultraviolet que vous avez pris dans la vie. Alors qu'est-ce que le soleil? C'est le rêve de Sapiens, encore une fois, le truc qui nous manque pour qu'on ne parle plus de ce qu'on parle actuellement du réchauffement climatique. Un réacteur à fusion nucléaire, donc la température solaire finalement c'est pas si élevé que ça. Par contre c'est une quantité d'énergie absolument phénoménale et qui émet un flux photonique sous diverses longueurs d'onde qui vont nous donner des rayonnements dont je vais vous dire un petit mot. Il y a une chose qui est incroyable, c'est cette constante solaire. Si vous prenez un disque fictif que vous projetez par rapport à la sphère de la Terre, et ce disque c'est 1370 watts par mètre carré. C'est-à-dire que 20 terrains de foot vous font une centrale nucléaire. Donc effectivement, si on avait le moyen de domestiquer cette énergie, je pense qu'on irait beaucoup mieux, nos enfants iraient beaucoup mieux dans le futur. Le rayonnement, pour ce qui est cosmique, il varie au sommet de l'atmosphère, et on a moins d'énergie au pôle, ce que vous savez inconsciemment, et puis le temps pour arriver est plus long puisque le chemin est plus long. La zone intertropicale, et ça c'est intéressant pour ce qui nous concerne, on reçoit 2 fois plus que le reste de la planète, et on a aussi, du fait de l'inclinaison de la Terre vers le Soleil, un raccourcissement de la distance Terre-Soleil. C'est pas énorme, mais ça suffit à donner une quantité d'énergie bien plus importante au tropique sud, et c'est exactement où on est situé si vous avez remarqué. Le rayonnement, ben voilà, c'est toute cette gamme de rayons. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est les ultraviolets. C'est surtout eux qui interfèrent avec la biologie humaine. Mais vous voyez qu'on va du plus court et jusqu'au plus long qui est très traversant. Et le plus court libérant son énergie de façon très forte. Donc vous voyez que les UVC, eux, sont courts, mais leur énergie va être bloquée par l'ozone. On va en reparler. Heureusement qu'on ne prend pas toute l'énergie solaire sur la tête. Une partie, l'atmosphère nous aide et permet la vie sur notre planète. Une partie va être réfléchie vers les grands confins de l'univers. Une partie va diffuser dans l'atmosphère, et c'est ces photons qui diffusent dans l'atmosphère qui nous donnent la jolie couleur bleue de nos ciels préférés. Une partie va être filtrée avec... Une partie va être aussi filtrée, pas seulement par l'atmosphère, mais aussi par les nuages, en sachant que 90% des UV, et en particulier les UVA, vont continuer à traverser les nuages peu épais. Une partie enfin, et ça va être des questions qu'on nous pose toujours aux dermatologues, mais le fameux l'ozone, le trou d'ozone, tout ça. Et heureusement, une partie est absorbée par l'ozone. Sans ozone, la vie serait impossible sur Terre, même si, comme vous le voyez, seulement 10% du rayonnement est absorbé par l'ozone. C'est pas beaucoup, mais ça permet la vie sur Terre. J'ai bien mis en haut couche d'ozone globale. Ça veut dire, tout le monde me dit, oui, il y a le trou d'ozone, etc. Non. Il y avait une diminution de la couche d'ozone,
mais il y a une interface qui n'est pas très bien connue par les scientifiques entre les gaz à effet de serre et l'ozone. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Pendant un moment, on a pensé que ça allait plutôt protéger l'ozone. Et puis, il y a eu, c'est très récent, hein, c'est de 2020-2021, il y a eu des trous d'ozone absolument jamais observés au-dessus du pôle Nord. Donc, pour l'instant, j'ai laissé en bas quid parce qu'on ne sait pas très bien. L'ozone, il avait décliné, mais ça s'est un peu stabilisé, sauf que là encore, on retrouve, entre 2000 et 2020, dans des couches stratosphériques moyennes, une diminution de l'ozone. Cette couche d'ozone, elle varie avec les saisons, et c'est ça ce qui va faire que son minimum étant intertropical au mois de février, c'est ça ce qui fait qu'on a des indices UV absolument phénoménaux en Nouvelle-Calédonie. On dit généralement des indices extrêmes, c'est 11, 12, mais nous on peut avoir jusqu'à 17, 18 ici. Donc le fait d'avoir ces variations d'ozone va aussi donner des indices UV à travers la planète et les différents endroits de la planète qui vont varier. Les trous d'ozone, ça c'est un petit peu différent. Et il n'y a pas de trous d'ozone au-dessus de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait des trous d'ozone, et vous le savez peut-être, c'est il y a déjà assez longtemps, une prise de conscience ancienne dans les années 70. Ça va, ça vient. Hein, sur les cartographies de la NASA, on voit bien, si on fait défiler les semaines, c'est sur Internet, et vous voyez bien que ça se forme, ça se déforme. Et puis, on s'est rendu compte que c'était lié aux fameux CFC, donc des dérivés de chlore et de brome. Malheureusement, ces dérivés ont une demi-vie extrêmement longue, et de 50 à 100 ans, ce qui fait qu'on me dit que ça va mieux, mais en fait, il ne change pas grand-chose, puisque le trou, il se résorbe tout doucement, il en reste encore 90%. Mais déjà, on n'a pas augmenté ce trou d'ozone, et ça, c'est vraiment important. On s'est rendu compte de ça parce que les moutons, en particulier au pôle sud, sur les terres émergées, en Patagonie, faisaient énormément de cancers. Et il y avait beaucoup de moutons blancs. Et puis, bon, Florent Pagny est arrivé, a mis les moutons noirs, ça allait beaucoup mieux. Mais les animaux à poils noirs font moins de cancers. Les chats, ici, les chiens, les vétos le savent, blancs, font pas mal de cancers du museau, des oreilles, etc. Et il y a un article très intéressant que j'ai lu l'année dernière qui s'appelait The World Avoided. Et c'est intéressant de voir que si on n'avait pas fait ce protocole, c'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense, c'est un bon exemple pour les jeunes de ce qu'il faut se donner la main pour le monde de demain. Si on n'avait pas fait ce protocole de Montréal, les UV auraient été plus forts en Europe en 2050 qu'en zone tropicale. Donc le nombre de cancers a été calculé en augmentation, c'était phénoménal, puisque c'est tous les gens de peau claire qui sont là-bas. Et on aurait augmenté déjà, sans même parler des gaz à effet de serre, de 2,5 degrés en 2100. Donc vous voyez que c'était quelque chose qui était vraiment important, plus important même peut-être que les gens avaient compris ça au départ. On s'est rendu compte après que le fait d'augmenter le rayonnement UV diminuait la fixation du CO2 par toutes les plantes. Enfin, c'était enclenché un cercle infernal. Et aujourd'hui, dans ces articles, on vous dit, bah oui, heureusement qu'on l'a fait. Pour passer à la planète et quitter le cosmique, tout le monde sait que le rayonnement varie avec l'altitude. Une chose que les gens ne savent pas, c'est que la diffraction par l'atmosphère, elle est importante. Les particules photoniques, elles ne tombent pas comme des gouttes de pluie, c'est-à-dire qu'elles se rebondissent les unes sur les autres. Et tout le monde est étonné de prendre des coups de soleil à l'ombre. Ben non, on le sait. Les physiciens le savent, et la quantité de rayonnement, elle est seulement divisée à l'ombre. Alors quand je dis à l'ombre, si vous êtes à 200 mètres de l'ombre, là, c'est pas pareil. L'heure, et là aussi, le rayonnement, il est vraiment, et c'est important à le dire aux gens. Je suis allé à l'Araignère il n'y a pas très longtemps, il y avait au moins 20 bébés. On a quitté l'Araignère à midi pour rentrer manger à la maison. Il y avait 20 bébés. Ils n'auront plus de dermato, ces gens. Je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. Ça va être dur pour leurs futurs enfants. Hein. Donc 10h, 14h, c'est vraiment les heures où il y a beaucoup de soleil. Quand j'étais petit en Provence, on descendait à la plage à 4h30, 5h. Hein. Et les Provençaux savaient ça. On a oublié. L'albédo, tout le monde me dit « Oh là là, la mer, qu'est-ce que ça réfléchit ?» Non, c'est le sable qui réfléchit le plus, beaucoup plus que la mer. La neige, mais il y en a peu ici. Donc voilà ma fameuse petite couche d'ozone, et vous voyez que ce qu'elle va filtrer, heureusement qu'elle va arrêter les UVC, parce que alors sinon il faudrait augmenter le nombre de postes de dermato à l'internat, parce que là ça serait dur. Les UVB,
et les UVA qui traversent et qui vont arriver chez nous. Heureusement, une bonne partie des UVB, qui sont les rayons qui brûlent. Pourquoi? Parce qu'ils sont courts. Je vous ai montré qu'ils étaient dans le bas de la courbe. Et courts, ils ne vont pas pénétrer. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont délivrer toute leur énergie à la surface de la peau. C'est ces fameux UVB qui nous brûlent. Et heureusement, la majeure partie disparaît dans le cosmique. Et finalement, tout le monde a un peu idée de ça. Il n'y a pas beaucoup de soleil au pôle Nord, ouais, d'accord. Et cette zone équatoriale, cette zone intertropicale, est vraiment très soumise à l'énergie solaire, et en particulier avec ces UVB, comme vous le voyez indiqué là-haut. Alors, avec tout ça, qu'est-ce que nous, on vient faire dans cette histoire? Dans ce voyage où je vous emmène, je vais vous emmener chez nos ancêtres. Il y a 4 millions d'années, nous avions les hominidés, les australopithèques. Alors, ce que je vous dis là, je ne suis pas spécialiste, c'est un peu ce que j'ai compris, mais chaque fois que je relis quelque chose, j'ai l'impression de ne plus rien comprendre, et ça a changé de 6 mois en 6 mois. On ne sait plus très bien d'où vient l'homme, c'est un buisson arborescent, il y en a plein, enfin c'est rigolo. Ceci étant, il y a quand même des grandes données. Il y a 4 millions d'années, on voit apparaître nos ancêtres tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Ils étaient poilus et ils étaient comme les singes avec une peau claire. Et puis, les homininés, avec plein d'espèces différentes, plein de buissons arborescents de tous les côtés, apparaissent à la suite de changements climatiques déjà, et l'apparition de la savane, la disparition des grandes forêts sur une partie du territoire africain, nous donne une opportunité de descendre de l'arbre et de trouver une nouvelle niche écologique. Cette niche écologique, c'est la traque prédatrice. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont capables de faire la même chose que nous. Nous, on est capable de pister un animal pendant des jours, des semaines, quand on l'a blessé ou qu'il est malade, etc. Et quand un guépard va courir, il court alors super vite. Quand j'étais enfant, le guépard, waouh, c'est la meilleure des cartes Magic, je sais pas quoi, il court très vite. Mais après, il court de 500 mètres, puis après, il se repose pendant 2 jours sur un arbre en perdant sa sueur et la chaleur qu'il a accumulée dans son corps par l'effort musculaire, par la langue. C'est comme ça que les animaux perdent leur chaleur. Nous, c'était compliqué si on voulait courir pendant des jours, d'avoir la langue qui traînait par terre. On a inventé quelque chose. On a inventé quelque chose de magique qui appartient à la peau et qui a permis à Sapiens de s'installer plus tard. C'est la glande sudorale. Et on évacue la sueur. Les animaux ne font pas ça. Il a fallu faire autre chose parce qu'il faisait chaud quand même à courir tout le temps sous les poils, donc on a perdu nos poils. On les perd de plus en plus d'ailleurs à notre époque, mais enfin bon. Et puis on s'est adapté parce qu'avec une peau toute claire de singe, ça n'allait pas et on a dû foncer. Est arrivé donc le fameux genre Homo, le premier Homo habilis. Et puis il y en a plein des Homos, je les aime bien. J'aime bien le chinois, l'Usonensis, là, parce qu'on ne sait pas, c'était une découverte, c'était formidable. J'adore Denisoviens, parce que peut-être vous savez qu'on a métissé avec Denisov et qu'on le connaît, son patrimoine génomique, juste avec une petite phalange d'un enfant qu'on a trouvé dans une grotte de Denisova. L'homme de Flores aussi, vous avez un bel exemplaire au musée à l'Australian Museum à Sydney, qui était tout petit. Et puis, un cousin un peu plus proche, l'homme de Néandertal, avec lequel, comme avec Denisovien, on a métissé. Néandertal, assez récemment, en 2007, on s'est rendu compte qu'il avait la peau claire. Pourquoi? Parce que si vous imaginez, il y a 400 000 ans, il y a 300 000 ans, il y a 100 000 ans, la glace descendait jusqu'à Bordeaux. Dans ces époques-là, il y avait jusqu'à 1 kilomètre de glace dans la vallée du Rhône. Donc il n'y avait pas tellement de faune, de flore, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est pour ça que Néandertal, on le trouve surtout dans le sud de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, tout ça. C'est pour ça que Sapiens est apparu par là aussi. Et puis après, il s'est étendu probablement beaucoup plus vers l'ouest, puisque Néandertal est allé jusqu'en Asie. On sait que ça correspond, cette couleur de peau qui est très claire chez Néandertal, à un minimum solaire. Alors, c'est très discuté, il y a peut-être plein de facteurs, et c'est peut-être réducteur de dire ça comme ça, certainement même, mais enfin, on imagine que s'adaptant à ce peu de soleil, il fallait quand même fabriquer, grâce aux ultraviolets, de la vitamine D avec le cholestérol de la peau, et probablement c'est pour permettre cette synthèse de vitamine D que notre cousin un peu lointain a éclairci.
Il y a 300 000 ans, ça y est, apparaît grand-papa qui batifole et se promène en Afrique, Sapiens sapiens, il est tout noir. Et puis, il y a 45 000 ans, il fait son premier voyage en Europe, il y a un peu de tourisme dans l'autre sens de ce qu'on fait habituellement. Sauf que très récemment, en 2022, vous voyez qu'on a trouvé dans une petite grotte de la Drôme une dent qui a 54 000 ans. Donc peut-être qu'il y avait déjà des petits sapiens qui s'étaient promenés dans la région. Alors la couleur, qu'est-ce que c'est? C'est un caractère oligogénique, ça veut dire qu'il n'y a pas un gène, il y a une vingtaine de gènes qui vont interagir et nous donner notre couleur. Ils agissent essentiellement, ces gènes, pour former la mélanine et la transporter, faire les petits grains, ce qu'on appelle les mélanosomes, qui vont se donner la cellule mélanique au kératinocyte pour transporter la couleur à travers toute la peau. Pour passer de noir à clair, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il faut des mutations. Alors il y a plein de gènes qui ont été décrits dans la littérature, on en trouvera certainement d'autres. Et puis il y a un gène qui est important pour la couleur claire des Européens, c'est ce gène LCLC42A2 qui, semble-t-il, serait le gène principal qui nous a donné notre couleur actuelle d'Européens. Alors, est-ce qu'on s'est simplement adapté en sortant d'Afrique? Eh bien, en fait, de façon très récente, là aussi, par rapport à ce que je pensais il y a quelques années, une grande étude a remis en cause tout ça. Et c'est vraiment... les chercheurs s'étaient intéressés surtout aux Blancs et aux Européens, pas tellement aux Africains. Et en faisant une grande étude à travers le monde, ils se sont rendus compte de plein de choses. D'abord, qu'il y avait un allèle clair, ce SLC42A5 en Afrique, qui a peut-être 600 000 ans, c'est-à-dire avant l'apparition d'Homo sapiens, qui, là encore, par rapport à l'arborescence des humains, on ne sait pas très bien où on se situe avec ces gènes-là. Un des allèles de ce gène contribue à la peau foncée des Asiatiques. Cette peau foncée, ce qui est étonnant, c'est qu'elle varie avec la latitude. En fait, non. C'est-à-dire qu'on sait que les humains sont passés par le sud des continents et sont remontés petit à petit vers le nord. Mais ils ont mis beaucoup de temps à remonter. En remontant, s'adaptant à un climat plus froid, différent, moins de soleil, eh bien, ils se sont éclaircis. Mais c'est bien cet allèle qui donne la couleur des Asiatiques. Il est responsable de la peau des Amérindiens. Vous savez qu'ils ont traversé le détroit de Bering. Mais ils sont allés très très vite pour traverser et descendre jusqu'en bas. Et leur peau n'a pas eu le temps de se réadapter tellement. Donc ils ont des couleurs un petit peu semblables. Et il n'y a pas d'adaptation adaptative avec la latitude. On estime aujourd'hui qu'il faut à peu près 12 000 ans pour changer de couleur. Donc c'est ce que je dis aux Blancs quand ils sont ici. Je dis, vous êtes là depuis 170 ans, vous imaginez pas que vous allez être comme des Kanaks, hein. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ce gène, il est aussi chez les aborigènes et les mélanésiens. Donc ça confirme bien que les populations humaines sont sorties par la Corne de l'Afrique et ont colonisé, pour la première grande vague de migration océanienne, ont colonisé l'Océanie proximale en tout cas, sans parler des îles un peu plus tard. La couleur, donc, c'est une résultante de mécanismes adaptatifs liés à l'ensoleillement, comme on l'a vu. Mais c'est aussi un déterminisme génétique ancien qui ne dépend pas toujours de l'environnement. Et on porte tous en même temps des gènes de peau claire et de peau foncée qui vont interagir entre eux pour finalement, avec l'environnement qu'on a, nous donner notre couleur. Donc vraiment, il faut oublier ces vieilles idées du 19e, race et couleur. Comme je vous l'ai dit, l'adaptation, c'est un temps long. Et aujourd'hui, les Afro-Américains de la côte est américaine font toujours beaucoup de rachitisme parce qu'ils n'ont pas assez de soleil dans ces régions par rapport à leur peau foncée. Et puis les Australiens, vous savez, qui font des cancers. Le professeur Jablonski, que j'ai vu une fois en congrès, c'était génial. Et elle a matché la carte du rayonnement solaire de la NASA avec la couleur de la peau humaine. Et on a vraiment une belle relation entre nos couleurs de peau et la relation et l'intensité en UV. Alors pour ce qui est terminé avec ces histoires que j'aime bien, la peau, vous voyez que, comme je vous le disais, les UVB, ils s'arrêtent à la surface et ils délivrent leur énergie. Et les UVA, ils vont peut-être aller un peu plus en profondeur. Alors, pour faire simple, les UVB, ils vont nous donner cet air idiot de cramer. Et par contre, les femmes, beaucoup plus belles, bronzées, magnifiques. Alors, de là à dire que le bronzage nous rend intelligents, c'est pas toujours vrai, parce que vous voyez que lui, il a quand même l'air... je ne sais pas si je peux vous l'améliorer, mais enfin, il n'a pas l'air très malin non plus. Et comme je vous l'ai dit en introduction, regardez les fesses de ce vieux néo-zélandais.
à qui j'ai opéré un mélanome, 35 ou 36 cancers de la peau, ses fesses, jamais. Hein. Donc, c'est pas l'âge, c'est le soleil. Et on peut rajouter le tabac pour ceux qui fument. C'est ce que je leur dis. De cette image de ce dos de mon vieux kiwi, on arrive à un concept. C'est toute la peau qui est abîmée. C'est ça que les gens veulent pas comprendre. Mais c'est ce que il y a une dizaine d'années et qui est apparu chez nos savants dermatologues, ce qu'on a appelé le champ de cancérisation. Donc lié au soleil, on va avoir, je vais vous montrer cette petite vidéo qui va faire peur aux dames. Bon, je peux peut-être... Ah, voilà. I won't live up to any expectations. What you see is what you get. And worse yet, I can't give an explanation for why it's gray on your side. Better yet, I'll give you an indication for why you're feeling deprived. We'll never let lack of an imagination keep us locked up inside, even when the sun has died. Somehow in the city, it's summer in the city. Somehow in the city, it's summer in the city. We'll never let lack of an imagination keep us locked up inside, even when the sun is dark. Summer in the city, it's summer in the city. Somehow in the city, it's summer in the city. On this lonely town, summer comes around and you really want it, immortalized, young forever now. There's more life than running in the circles you come. No more raining on this lonely town. Summer comes around when you really want it, immortalized, young forever now. Come on and spend the summer with me. Voilà, on s'en souvient de la dernière, mesdames, n'est-ce pas? En fait, je dis aux gens qui préparent les cancers de leurs enfants en les sortant dehors. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire que jeune, vous avez une peau extraordinaire. Et ce capital solaire, on le dilapide un peu. Et c'est ça le champ de cancérisation. On a dû couper l'oreille, il y en a partout. Toute la peau est abîmée. Et il n'y a pas de raison, même si on a opéré un cancer là, qu'elle soit mieux à côté. Donc tout est malade en réalité. Comme vous l'avez vu sur les images, où on ne pense pas que les gens ont déjà des altérations de la synthèse de mélanine aussi importantes. Hein. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, les cancers de la peau, parce que finalement, on est là un petit peu pour ça, et on me demande souvent si, docteur, et on m'a encore demandé ça aujourd'hui, mais vous êtes sûr que c'est quand même bien le soleil qui fait les cancers de la peau? Je dis, écoutez, j'ai dû en opérer 15 000 depuis que je suis en Calédonie, j'en ai opéré un sur les fesses.
0 sous les bras, 0 entre les cuisses. Donc effectivement, pour l'OMS, les cancers sont bien à 93% liés au soleil. Il y a des cancers, je vais vous en dire un tout petit mot, qui ne sont pas liés au soleil. Il y a 2 grands types de cancers. Les kératinocytes, les cellules qui forment la peau, qui peuvent se transformer en carcinomes. 2 types, les basaux, les carcinomes épidermoïdes, on va en parler. Et puis le mélanome, donc le cancer des mélanocytes, des cellules pigmentaires, qui peuvent être graves à partir d'un grain de beauté, au contraire de ce que pensent les gens. Les grains de beauté, le nombre est surtout un marqueur de risque, mais pas et rarement, finalement, 20-30%, l'origine du mélanome qu'on va enlever, et il peut apparaître n'importe où sur la peau. Ils sont relativement nombreux en Australie, le pays avec la Nouvelle-Zélande où il y en a le plus au monde, les hommes de Nouvelle-Zélande du Sud par exemple, qui est le champion, parce qu'ils ont des gènes écossais qui sont de très mauvais gènes de réparation de la peau. Et puis en Calédonie, je vous ai mis 30 par an, il y a un déficit de collection des cas, et je vous ai mis 100 000 parce que c'est toujours par 100 000 dans la littérature, et nous en gros on va dire qu'il y a 100 000 blancs, comme ça j'enlève un peu tous les Kanaks et tout, et comme ça on se compare à l'Australie, il y en a 2 fois plus en Australie. Les cancers non liés au soleil, il y en a beaucoup, ils sont rares, comme vous l'avez vu. Il y a des tumeurs qui sont liées en partie au soleil, la tumeur de Merkel, soit un virus, soit chez des gens âgés à l'exposition solaire. Hein, j'en enlève sur le front, sur le nez, voilà, c'est des cancers agressifs, souvent difficiles. Les lymphomes de la peau, on en voit quand même pas mal régulièrement, ça reste rare. Les sarcomes, en fait, quand on a quelque chose qui est bizarre, qu'on ne sait pas, qui est bizarre, il ne faut pas essayer de le traiter pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, en donnant je ne sais pas quoi, et il faut faire une biopsie en fait. Hein. Voilà. Et puis les tumeurs des annexes, il y a plein de types. Il y a un centre des maladies rares des annexes en France qui s'occupe de nous aider pour savoir ce qu'il faut faire, parce que c'est des tellement petites séries qu'on ne sait pas très bien quelle marge, rayon par rayon, etc. Les basocellulaires, c'est les plus fréquents. Le taux, si on reprend nos 100 000 blancs de Calédonie, il est élevé vraiment. Et on n'est pas si loin que ça de l'Australie, je pense. C'est lié à des expositions solaires courtes et répétées. Donc je prends des coups de soleil dans l'enfance. Hein. Le gamin, il rentre tous les jours avec des coups de soleil ici. Le nez, j'ai enlevé 102 cancers du nez l'année dernière. Hein. C'est vraiment important. La mortalité est faible. Donc, par contre, j'en opère 65% du côté gauche. Hein. Quand je travaillais à Villa avant le Covid, là, régulièrement, on opère surtout du côté droit les Poken. Donc c'est le fait de continuer à prendre, je prends un petit coup de soleil en conduisant pendant une demi-heure, je ne me rends pas compte, et voilà. Et la mortalité, voilà, n'est pas très grave. C'est lié à des mutations d'un gène très important pour la multiplication cellulaire, qui est le gène P53. À quoi ça ressemble? C'est des petites taches qui peuvent avoir une lésion élémentaire qu'on appelle la perle. Donc c'est des taches qui vont être un petit peu en relief. Si vous imaginez le centre, c'est un petit peu perlé, un peu grisé. On va le voir mieux sur une vraie perle de basocellulaire. Quand on a un nodule comme ça, attention, ça pourrait être aussi un sarcome ou autre chose. Il faut faire attention à ces tumeurs bizarres. Il y a souvent des petits vaisseaux de ce côté perlé qui vont être en surface, et c'est ce qu'on voit bien avec nos petits outils, le dermatoscope. Ils peuvent être ulcérés, donc là on avait une perle et vous voyez qu'il y a un morceau qui a fini par s'ulcérer, le cancer il s'enfonce un peu, les gens ont gratté, voilà. Quand on opère, on dessine la tumeur, parce que c'est pas toujours facile de voir ses limites. Vous voyez qu'il y a des tumeurs, là c'est une tumeur qui n'est pas tellement perlée, mais qui est vraiment très grande, donc c'est difficile si on doit enlever toute la moitié de la paupière de cette dame. Vous voyez là, c'est pareil, hein, la photo pas très bonne, mais on dessine parce que c'est vraiment parfois pas évident de voir quelles sont les limites de la tumeur. Vous voyez que finalement c'est grand quelquefois, et qu'on enlève la marge de sécurité de 3-4 mm autour de ce qu'on a dessiné. Bon, après, ça fait effectivement un bon petit trou, mais qu'on peut réparer sans trop de difficultés. Voilà. Un monsieur avec une forme un petit peu plus agressive de carcinome basocellulaire, hein, qui s'enfonce dans la peau, sclérodermiforme, on appelle ça. Il faut des marges un petit peu plus grandes. Et donc, une fois qu'on a fait la marge, ça fait un bon petit trou. Mais de la même façon, on peut réparer relativement bien en respectant les plis naturels de la peau, le sillon nasogénien, les rides labiales.
Quelquefois, c'est un peu plus un chantier. Et vous voyez que c'est des gens qui attendent quelquefois et ils viennent nous montrer. On ne sait plus très bien où est le cancer s'arrête. Alors on enlève, puis après on voit ce qu'on fait pour réparer. On n'a pas beaucoup de solutions. Ça ressemble plus à grand-chose, mais finalement, il y avait quand même un fil directeur dans l'histoire. Et on arrive à réparer et refaire une oreille quelques années après, qui somme toute est à peu près correcte. Après les carcinomes basocellulaires, on va parler des épidermoïdes. Les épidermoïdes, il faut que vous vous sentiez tous concernés. C'est des cancers agressifs, où il y a un vrai taux de mortalité et en tout cas de morbidité. Ils sont liés non pas au coup de soleil répété, mais à la dose totale de soleil que vous avez pris. Et on va les trouver dans les zones de forte exposition régulière. Les UV sont capables d'initier la cancérisation, de promouvoir la multiplication et les changements des gènes et de faire progresser les cellules vers des cancers de plus en plus agressifs. À quoi ça ressemble les zones précancéreuses, puisque ça survient souvent sur ces zones, ce qu'on appelle les kératoses actiniques, c'est des petites taches. Vous voyez, ça peut former des vraies cornes, comme la photo en bas à droite. C'est un peu inflammatoire, ça peut être un peu sensible, c'est un peu douloureux. Il est conseillé de les traiter. On va éviter, en les traitant, de passer une partie de ces lésions vers la cancérisation. Celle-là, je l'ai vue cette semaine, je vous l'ai mise, je la trouvais jolie. C'est vrai qu'elle est sympa. C'était un carcinome épidermoïde déjà à la base, in situ encore, heureusement. Quand c'est infiltré, on se méfie de ces cornes. On ne se contente pas seulement de les brûler à l'azote comme on fait pour le reste que vous avez vu plus haut. Donc il y a vraiment un continuum de la maladie vers des lésions comme chez les gens qu'on a vus tout à l'heure avec les UV, ces Américains de New York, là, qui sont déjà beaucoup plus abîmés qu'ils ne le pensent. Et puis, on va jusqu'à former les carcinomes épidermoïdes au fur et à mesure qu'on rajoute des ultraviolets. Je dis tous concernés parce que, évidemment, les dermatologues, on est en première ligne de voir ces gens-là un petit peu après les échecs des traitements, après ce que les autres médecins ont fait, etc. C'est notre métier, c'est normal. Mais en même temps, il faut essayer de faire mieux par rapport à ce qu'on voit dans le pays. Donc ça ressemble à quoi ? Un bobo qui ne guérit pas. Or, un bobo qui ne guérit pas chez un blanc dans le Pacifique, au bout de 2 mois, c'est un cancer. La dermato, n'importe qui peut le faire, quoi. C'est facile. Après, quand on a un doute, on fait une biopsie. Mais c'est ça le plus souvent. Et il faut se méfier de ces petits nodules comme ceux de gauche, là, qui ne guérissent pas. Voilà, c'est bizarre. Ça peut être un épidermoïde, ça peut être un sarcome, ça peut être un mélanome nodulaire d'emblée. Quand il n'y a plus l'épiderme, que c'est des nodules qui grossissent, il faut faire très attention. Ça peut être très gros, et vous voyez qu'après, on est obligé de faire des marges de sécurité qui sont importantes. Bon, là, c'est trop gros pour fermer, on fait une greffe et ça se passe bien. Mais il ne faut pas attendre d'en arriver à ce stade. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on vient me dire. Ah, docteur, je cicatrise pas. Mon docteur m'a dit que je cicatrisais pas quand même. C'est embêtant. Et je suis sûr que lui, là, il sait tout. Là, il pourrait nous dire. Alors, quelquefois, oui, ça peut être un ulcère. Ok, mais sauf que dans les ulcères, il peut y avoir aussi des carcinomes épidermoïdes qui vont se faire sur les berges d'une plaie chronique. Qu'il peut y avoir aussi des sarcomes, le syndrome de Stewart-Reeve, j'en ai vu pas beaucoup, mais j'en ai vu même en Calédonie. Et attention aux plaies qui cicatrisent pas. Et puis voilà, on a un bobo, ça traîne depuis longtemps, on a fait plein de pansements et tout ça. Bon, c'était enflammé, c'était sale, on fait des antibiotiques, on attend, ça fait 4 cm de diamètre. Donc ça, je ne peux pas l'enlever à la jambe sans faire une greffe à nouveau. C'est compliqué pour les gens et ça me prend du temps que je n'ai pas beaucoup. 6 mois de pansement pour un ulcère. C'est un carcinome épidermoïde. Il faut faire une marge d'1 centimètre autour. Ça, c'est un carcinome verruqueux. C'est des formes qu'on voit au pied. Attention à ces plaies des pieds. Il faut se méfier de tout ça. Ça peut être banal. Mais attention, si on voit que ça commence à s'infiltrer, que ça ne guérit pas, que les gens commencent à avoir mal, on est obligé, là aussi, d'enlever, de faire une greffe à cet endroit-là. On n'a pas beaucoup de choix. Ça, c'est un de nos confrères, par exemple, qui a laissé traîner un truc, alors absolument... c'est un alien. On a l'artère temporale, on a le nerf facial. Enfin, les ORL, ils se sont bien amusés avec lui. Et puis, on voit des choses parfois assez étonnantes où on ne sait pas pourquoi les malades ne sont pas arrivés avant. C'est aussi souvent de leur faute. Ils cachent ou ils ne montrent pas à leur docteur. Ou voilà. Mais on voit des choses parfois curieuses. Ça n'atteignait pas l'os, en fait. Je pensais qu'on allait avoir à lui couper plus la jambe, mais non. Il va bien.
Alors, est-ce qu'il y a du danger? Ben oui, quelquefois il y a du danger anatomique. Vous voyez ce joli petit nodule là, du crâne, là, monsieur, qu'on en a fait plein. Et quand on commence à enlever, on se dit, oups, l'artère temporale, elle est dans la tumeur. Hein. Donc, vous voyez, les deux palettes roses, c'est la tumeur. Et je pensais que je passais. En fait, non, on est obligé de sacrifier l'artère temporale. Attention aux zones. Je ne sais pas si on voit le... Vous voyez la fin. Elles sont potentiellement agressives. La Société française de dermato les a classées en groupe 1 ou 2. Si c'est supérieur à 2 cm et si c'est 1 cm, zone à risque, c'est-à-dire un nodule, une tumeur que je viens de vous montrer, sur le nez, sur les paupières, les lèvres, les oreilles, les mains, les organes génitaux avec le papillomavirus, normalement, c'est une marge de 1 cm. Donc vous imaginez, vous avez 1 cm sur le nez, vous devez prendre 1 cm autour. C'est vraiment difficile à respecter. On triche tous, les chirurgiens, parce que on ne peut pas. Mais voilà, attention. Alors les pansements, super. Hein. Ça coûte cher, les pharmacies sont contentes, ça marche bien, on en met à tout le monde qui a un bobo, les pansements chics, qui cicatrisent tout, vous verrez ma petite dame, voilà. Et ce monsieur, il a un ulcère depuis longtemps, hein, qui ne guérit pas. C'est embêtant, docteur, cet ulcère. Là. Oui, oui, le ganglion qu'il avait à l'aine aussi, quoi. Hein. Donc effectivement, quand on attend, eh ben, on peut avoir des complications. 92 ans, curage ganglionnaire, enlever tout ça. Guégan a dit non, je ne fais pas. Et puis on l'a laissé mourir de sa tumeur. Et puis, quelquefois, quand on a un peu attendu dans le crâne que vous avez vu tout à l'heure, eh ben, ça peut descendre un peu plus loin. Extension donc locale, voie périnerveuse, c'est un gros problème pour les cancers ORL essentiellement parce qu'on va avoir des récidives et des cancers qui vont nous embêter beaucoup parce qu'ils récidivent le long des nerfs, les ganglions, à distance. On traite les kératoses, comme je vous l'ai dit, surtout l'azote. On a aussi des crèmes, l'Aldara, qui activent les défenses lymphocytaires pour détruire les cellules tumorales. Anticancéreuses plus simples comme les Fudix. Et puis une technique que je fais depuis longtemps qui m'aide dans pas mal de cas difficiles. La dame, par exemple, qui était toute rouge comme ça, on va faire cette photothérapie dynamique et ça permet de réduire la tumeur. Après, on voit ce qui reste. Éventuellement, on en refait une deuxième. Il y a des règles pour ça et c'est intéressant. Et puis, c'est surtout un traitement chirurgical avec les marges de sécurité. On discute en RCP. Est-ce qu'il faut une radiothérapie locale? Il n'y a pas de consensus, ni en ORL, ni chez les dermatos. Ça pose des problèmes. Moi, je pense qu'il y a des tumeurs vraiment agressives et avec l'expérience de ces 25 dernières années, je pense qu'il ne faut pas hésiter, c'est ce qu'on dit quelquefois en RCP, à rajouter une dose de sécurité de rayon sur certaines zones. Mais c'est discutable. Et puis, on a vu la révolution arriver de nos trimunothérapies pour ces cancers hors ressources et qui a obtenu maintenant son AMM en première ligne, soit avec la chimio, soit toute seule. Le mélanome, pour parler des cellules de la couleur, vous avez compris que nos gènes, ce qu'on était, et notre phototype interfèrent avec le soleil. Plus on est clair, plus on a pris ces coups de soleil comme ce garçon répété, comme nos enfants ici, clairs de peau, et on va avoir des zones, les jambes chez les femmes, 40% des mélanomes c'est aux jambes chez les femmes, le dos chez l'homme, parce qu'on tombe de la chemise pour épater nos compagnes, les décolletés, les épaules, la limite des bras ici, j'opère pas mal de mélanomes à la limite des bras ici, j'en ai encore opéré un cette semaine, chez une dame, c'est pas pour faire de critique, mais elle sortait de faire un scanner parce qu'elle avait fait un mélanome in situ, c'est-à-dire un truc qui métase pas, il y a 10 ans, et le médecin l'avait envoyé faire son mélanome in situ. Et puis je lui dis, mais pourquoi vous avez fait un scanner pour son carcinome in situ de 10 ans en arrière? Je lui dis, pourquoi vous avez fait ça? Elle ne savait pas. Je lui dis, bon, c'est peut-être pas très utile, allez, on vous examine, pof, elle avait un mélanome sur le bras, son deuxième. Donc là encore, on est tous impliqués et il faut tous qu'on apprenne à regarder la peau un petit peu plus. Il y a des gènes, 10% des mélanomes sont d'origine familiale, mais c'est surtout les gens qui sont couverts de grains de beauté, avec des grains de beauté pas très jolis. On a une famille de médecins ici qui a ça, c'est compliqué, il y a des mélanomes beaucoup, et dans la famille, et la mortalité, elle pas très importante finalement, parce qu'on prend beaucoup de tumeurs de plus en plus tôt, et ça, il faut rendre hommage à tous nos confrères qui nous envoient en disant, je suis inquiet, celui-là il n'est pas très joli, j'aimerais bien que tu le regardes. Et c'est toujours le soleil. Le mélanome, j'apprenais qu'il double tous les 10 ans, c'est pas tout à fait ça, mais il augmente en tout cas de façon importante. Il y a une étude qui vient de sortir là il y a 3 semaines qui dit qu'en 2040, on aura plus 57% de mélanome dans le monde. Je ne sais pas si vous imaginez, et l'augmentation du nombre de décès de 68%.
Donc ça continue à monter, ça continue à être là. Et je vais vous expliquer une chose, encore une raison pour que vous vous en occupiez. En France, 1 sur 100 né en 1950 va avoir un mélanome. En Nouvelle-Calédonie, on dit 30 par an dans le registre du cancer, qui est complètement inadapté à l'activité médicale du pays, mais qui est quand même a le mérite d'exister, en tout cas pour les dermatologues, je parle. La population n'est pas homogène. Donc c'est vrai que si on considère les gens qui sont plutôt clairs de peau, c'est la grande majorité. Les gens qui sont foncés, on n'en voit pas beaucoup en fait. Hein. Mais c'est souvent des cancers très graves parce qu'ils ne viennent pas à temps. Il y a une sous-déclaration importante de la faute des dermatologues qui ne déclarent pas leur cas au registre, de la faute des autres praticiens qui envoient les dermatologues à la cancéro ou je ne sais pas trop où, etc. Enfin bref, il y a une évaporation des cas de mélanome et on ne comprend pas très bien comment elle peut se produire, mais c'est réel. Hein, parce que quand on regarde qui est en immunothérapie, il y en a beaucoup plus que ce qu'on attend en regardant 30 personnes. Donc en fait, il se perd des gens, je n'ai pas bien compris pourquoi, et si tous nos confrères faisaient leur travail, ça serait super. Le mélanome, qui va en faire ? Et je vois des gens qui sont tout foncés, ils viennent religieusement se contrôler parce qu'ils ont peur. On a parlé du mélanome à la télévision, je vous ai entendu, docteur. Bon. Les risques, hein, c'est les gens qui sont, et chaque facteur est indépendant, clair de peau, cheveux clairs, poils clairs, yeux clairs, taches de rousseur, incapacité à bronzer. Donc si vous ajoutez tous ces caractères chez une même personne, bah oui, il va monter dans votre panier du risque. En plus, on va lui demander qu'est-ce que vous avez fait, quel a été votre comportement sur votre phototype. Si vous avez pris beaucoup de soleil, eh bien, vous allez arriver à avoir une réponse de votre peau. Les Américains disent qu'un grain de beauté, c'est une cicatrice du soleil. Vous cicatrisez mal du soleil, bah oui, le nombre de grains de beauté va être un marqueur, et depuis façon très récente, on sait ça avec des études américaines sur la cohorte des 100 000 infirmiers, que plus vous avez de grains de beauté, plus vous allez risquer de faire un mélanome dans votre vie. Donc le meilleur marqueur, je sais quand ils rentrent dans ma salle d'attente, si je vois 7 grains de beauté sur un bras, je sais qu'il faut que je les foute à poil et que je les regarde, et je sais qu'ils sont plus à risque de mélanome que moi. Des mélanomes dans la famille, on a parlé de la génétique, et puis l'immunosuppression pour les gens qui sont greffés ou autres. Qu'est-ce que c'est un mélanome ? C'est une tache et qui va avoir la triade. Bon, ça c'est une invention à moi, hein, ça n'existe pas. Mais l'ABCD, vous avez tous entendu parler de l'ABCD, on n'aime pas voir des taches asymétriques, on n'aime pas voir des taches dont les bordures sont pas nettes, on n'aime pas voir des taches où il y a plein de couleurs, on n'aime pas le noir, le blanc, le diamètre, et puis ça évolue, ça grandit, évolution. Le vilain petit canard, ugly duckly, disent les anglo-saxons, celui qui ne ressemble pas aux autres. Et puis, le plus important, c'est le mélanome nodulaire d'emblée. Le mélanome nodulaire d'emblée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la tache qu'on attend, c'est un nodule de croissance rapide, c'est ferme, c'est dur. C'est 11% des mélanomes, 38% des décès. Et pour les dermatos, c'est ça ce qu'il faut accepter en urgence, ce qui n'est malheureusement pas fait toujours chez tous les dermatos de France, j'imagine, et de Navarre et du monde peut-être. Mais un nodule qui croît vite, il vaut mieux voir une verrue un peu merdique qui s'enflamme que louper un mélanome nodulaire d'emblée dont on peut mourir si on ne l'a pas vu dans les 2 mois en fait. J'ai un copain que je voyais tous les week-ends, au bout de 2 mois il m'a appelé, il me dit j'ai un truc qui pose sur la tête. Ouais, c'est un mélanome, et puis 6 mois après il y avait des métastases partout. Et grâce à nos nouveaux traitements, il va bien encore aujourd'hui. Ça, c'est un grain de beauté normal. Hein, on vient toujours me montrer les dames à côté du soutien-gorge. Docteur, ça peut frotter. Est-ce que c'est pas dangereux ? Non. C'est pas dangereux de frotter. Il n'y a pas de cancer du rasage chez les hommes avec les grains de beauté. On n'est pas obligé d'enlever les grains de beauté parce qu'ils sont un peu en relief. Ça se transforme jamais. C'est mou, c'est depuis longtemps, c'est rond, c'est régulier, c'est de la même couleur. Notre travail, c'est plutôt ça. C'est de dire, ben voilà, j'ai des gens qui sont couverts de grains de beauté. Là-dedans, vous voyez que ce monsieur de droite, on lui a déjà enlevé des grains de beauté. Peut-être on en enlève beaucoup trop, d'ailleurs. Mais voilà, tout ce qui est rond, régulier, moi, je demande de faire des photos et je vais les suivre régulièrement avec des photos. Et vous pouvez demander aux gens de faire une photo. Et avec lui, vous regardez, vous dites, tiens, faites-moi un A4 sur tirage papier. Et je regarde, mon grain de beauté, il a changé. Si vous venez me dire, ben, regardez, docteur, ma photo, je l'ai faite il y a 10 ans. Ah, celui-là, je ne le trouve pas très joli, je peux répondre ça. Et puis il me dit, mais regardez, la photo, il était pareil il y a 10 ans. Bah oui, je n'ai pas besoin de l'enlever. Hein. Donc il faut qu'on s'habitue à ces techniques. Les Australiens ont fait une étude absolument extraordinaire, anti-éthique, pour notre cher Conseil de l'Ordre, où les gens qui avaient fait des photos, ils mouraient moins que ceux qui n'avaient pas fait de photos. Ils étaient mieux surveillés.
Ça, c'est ce qu'on voit aussi chez les vieux, c'est verruqueux, c'est un peu en relief, ça ressemble à des petits brocolis, des choux-fleurs, enfin un brocoli un peu passé, mais c'est des kératoses séboréiques et tous nos vieux en ont. C'est banal. Voilà, ça c'est des mélanomes. Celui de gauche, il est déjà à 2 mm d'épaisseur. Pourquoi? Parce que dans une phase de tache qui commence à changer, etc., on voit apparaître ce nodule. Donc ce n'est pas un mélanome nodulaire d'emblée, c'est une phase invasive à partir de ce qu'on appelle le SSM, Superficial Spreading Melanoma. C'est le mélanome à extension superficielle et il peut s'enfoncer dedans, et on ne voit pas toujours malheureusement, ou monter en surface. Voilà, je vous montre quelques photos de mélanome. ABCDE, facile. Des gros nodules dégueulasses. Bon, voilà, personne loupe ça. Normalement, c'est facile. Hein, on ne loupe pas ces choses-là. Personne. En fait, ce n'est pas toujours si facile. Lequel est le mélanome? Ben, vous n'allez pas savoir. Et moi non plus, je ne savais pas. C'est en l'enlevant que j'ai appris que celui de gauche, c'était un mélanome, encore de faible épaisseur, 0,4 mm, et que celui de droite, c'était un névus dysplasique, un grain de beauté atypique, mais qui, pour autant, ne se transformerait pas forcément en mélanome. Tous les névis dysplasiques, ça veut dire qu'ils présentent des anomalies au microscope, on estime que 10% des Français en ont au moins un, ne vont pas se transformer en mélanome. Quand j'étais jeune, on enlevait tout. Aujourd'hui, stop, on n'enlève plus rien. Quand il faut enlever vraiment... c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Mais on arrête de faire des cicatrices inutiles à tout le monde. J'ai une jeune fille, son beau-père, malheureusement, était chirurgien, elle était mignonne comme tout, et il avait commencé à vouloir lui enlever, comme les messieurs que je vous ai montrés, il avait déjà enlevé 40 ou 50 grains de beauté, qui avaient tous lâché sur le sein, enfin c'était Scarface, quoi, la pauvre. Tout ça parce que le beau-père était chirurgien. C'est con. Ce qu'on n'aime pas dans les grains de beauté, vous voyez ici, peut-être ça vous servira un jour, c'est que je ne sais pas si on voit bien les images, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, on a l'impression qu'il reste du marron clair autour. Je vais vous montrer ça en dermatoscopie. Et ici, pof, ça descend, il n'y a plus de marron clair. C'est comme si cette zone noire, elle voulait descendre. Hein, donc quand on voit qu'il n'y a pas une limitation homogène, avec un affaissement périphérique gentillet, eh ben, on s'inquiète un petit peu. Alors c'est lequel le mélanome ? Bah, cherchez pas, c'est aucun. Donc c'est pas pour vous mettre en challenge, hein. C'est pour vous dire que c'est pas toujours si facile et qu'on a des outils qui nous aident, c'est le dermatoscope, et j'espère qu'un jour on fera des enseignements de dermatoscopie aussi en Calédonie. C'est lequel le mélanome? Là il y en a un. Bon, je vais vous aider. Hop, il y a les deux. Alors, droite ou gauche? Qui dit gauche? Gauche. Oh, j'ai pas mal de gauche. Qui dit droite? Ah ben c'est les gauches qui ont gagné. Donc il y a plus de gauches, mais qui le sont moins. Donc c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est un mélanome. L'autre, c'est une kératose séboréique, mais c'est pas facile. Mais avec le dermatoscope, on voit bien que c'est un peu verruqueux en surface, même si sa forme est bizarre, un peu irrégulière. Et par contre, celui de droite, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a le centre vers la droite qui est complètement en train de blanchir. C'est votre immunité qui est en train d'attaquer ce qu'il a reconnu comme étant anormal et qui est en train de commencer à le digérer. Donc ce multicolore, il est lié à des choses qui se passent à l'intérieur du grain de beauté. On est tous concernés. Et là encore, c'est pas pour, c'est pour vous frapper en fait, mais c'est pas pour être critique. C'est difficile. Ça, c'est une jeune fille de 13 ans. Je l'ai enlevée il y a 3 mois. Donc nos enfants, c'est la 3e de 13 ans que je fais. C'est les plus jeunes. Les 3 plus jeunes, elles ont toutes les 3 13 ans. Je suis jamais encore descendu dessous. Mais ça existe. Hein. Donc c'est pas grand-chose. Mais si on fait pas attention, on peut le louper. Ouais. Pourtant, je les aime. Hein. Moi, j'ai été chef de médecine interne et j'adore la médecine interne. Hein. Je travaille beaucoup avec eux et voilà. Il a passé 10 jours en hospice de médecine interne. Il faisait quand même une sacrée taille. Hein. Ah, lui, c'est mon champion. Ouais, le carnet vert, c'est super parce que ça permet de voir ce qui s'est passé. Il a quand même été opéré 2 fois à la clinique. Hein. Donc il a vu 15 infirmières, 2 anesthésistes, 2 infirmiers anesthésistes, et il va probablement mourir du mélanome, pas de toutes les autres pathologies qu'il a. Sur le poignet gauche, 4-5 cm de taille. Hop, je vais vous remettre mon petit truc. Voilà, parce qu'on disparaît. On ne va plus être là. Vous allez être tout seul, sans nous. Il va falloir vous débrouiller.
Et puis essayez de ne pas les louper. Donc il faut que vous appreniez un peu nos petits trucs de dermatologue. Parce que l'alerte disparition, bientôt je mettrai ma photo. Hein. En Australie, 3 couleurs, ils n'aiment pas ça. On enlève, on réfléchit. C'est un peu poken, c'est un peu rough. Mais enfin, disons qu'on n'aime pas quand il y a plein de couleurs dans une tache de couleur. Hein. Donc on se méfie surtout quand on voit apparaître, comme sur la photo de droite, comme je vous ai montré de tout à l'heure, la petite fille, du blanc, du gris, du rose, on n'aime pas trop. Ça saigne. Alors attention, un grain de beauté qu'on a écorché, maman m'amène le petit qui est tombé le matin dans un cours de récréation à la récré de 10h, à 10h27, elle est dans mon cabinet, il est tombé sur le grain de beauté, il va mourir. Non, un grain de beauté qui saigne, on s'en fout. Par contre, un grain de beauté qui saigne, s'il y a une cause, un grain de beauté qui saigne tout seul sans raison, ça cicatrise, une semaine après, on se redouche, ça se remet à saigner, ben, c'est probablement un mélanome déjà ulcéré, ça veut dire un taux de mortalité bien plus élevé que s'il n'était pas ulcéré, je vais vous le montrer. Donc, on a le droit d'irriter un grain de beauté, de faire du sport, de s'irriter sur le moret, sur le je sais pas quoi, dans le cou, le violoniste, tout ce que vous voulez, c'est pas grave. Hein. Par contre, un truc qui saigne, sans raison, qui cicatrise, qui ressaigne 15 jours après, c'est une tache de couleur, pas bon. Ugly duckly, donc c'est ça, c'est que vous avez un dos normal et puis d'un coup vous avez une tache, mais curieusement personne ne l'a remarqué. Des taches bizarres. Attention, il y a aussi un mélanome de surface qu'on appelle le mélanome de Dubreuil. Vous voyez cette tache, cette personne elle en a en dessous, un peu plus claire, celle-là, bon, mais en fait quand on regarde au dermatoscope, on voit qu'il y a des zones bizarres, hein, je ne vais pas vous faire un cours de dermatoscopie, mais on voit des choses curieuses. C'est comme la tache d'à côté, c'est flou, c'est gris, il y a du noir. C'est pas des couleurs normales ça finalement quand il se met à faire du gris, du noir comme ça dans une tache. Donc on peut faire, pour un mélanome de Dubreuil, ce qu'on ne va pas faire sur un grain de beauté, on peut faire une petite biopsie. Parce que si je devais voir cette personne et dire « Ah bah tiens, bonjour, je vous enlève 1 cm autour de votre tache », et puis après je vais lui dire « Ah bah ouais, c'est oups, c'était juste un petit lentigo de rien du tout, il a une balafre de toute la joue, c'est pas très fair, quoi. Hein ». Celui-là, qui n'est pas joli, ben, vous voyez que ce n'est pas toujours évident, c'était juste un grain de beauté dysplasique. Donc, il faut enlever, mais avec une petite marge de sécurité. Il faut bien faire attention à prendre 1 mm autour et pas commencer à s'approcher des berges, parce que si c'était un mélanome, c'était quand même un petit peu embêtant. Ça, c'est mon coiffeur, tiens, enfin un de mes coiffeurs, et un petit contrôle, et il avait ce magnifique petit mélanome. Donc, il faut bien regarder ces taches que vilain petit canard, tout ça, attention. La dermatoscope dont je vous ai parlé, il y a plusieurs modèles, mais c'est une petite loupe qui nous permet de visualiser en dessous en rendant transparente la couche cornée. Et on va voir un petit peu comment les cellules pigmentaires s'agencent finalement sous la peau. Il y a des correspondances magnifiques entre dermatoscopie et images anatomopathologiques. Et puis on a plein de critères. Voilà, il y a des livres consacrés à ça. On peut apprendre, comme je vous le disais. Un grain de beauté qu'on spot, vous voyez, on va regarder avec cette loupe et on va se rendre compte, celui-là, il a du pigment qui est relativement homogène, il n'y a pas trop de débord, il a plein de petits points dedans, c'est ce qu'on appelle un patron globulaire, et ça c'est un grain de beauté très classique de ces grains de beauté qu'on a souvent depuis l'enfance. Celui de gauche est normal, celui de droite c'est un SSM in situ, hein, donc un mélanome qui débute, et ce côté un peu œuf au plat avec le centre un peu foncé, un patron globulaire aussi, relativement homogène, et vous voyez qu'à côté c'est quand même bizarre. Après, pour vous, ça ne vous parle pas. Mais encore une fois, nous, on se dit, oulala, il y a ces grandes pseudopodes, ces trucs qui sont en train de s'étendre, il y a des zones vraiment épaissies, un peu bizarres, ça, on n'aime pas à garder. Un grain de beauté, on se dit, oh, il est un petit peu irrégulier sur les bords, on regarde nos dermatoscopies, et finalement, on se dit, bah oui, il y a une petite densification du réseau à 3 heures, mais il n'y a pas plus que ça, donc ça nous va. Un grain de beauté composé, ça veut dire qu'au départ, il est à la jonction dermo-épidermique, puis il s'étend un petit peu en profondeur dans le derme. Voilà, ça, je crois que c'est mon monsieur de tout à l'heure. Bon, on fait ça pour faire des images. Alors, c'est complètement n'importe quoi. Il y a du bleu, du gris, du noir. C'est ce qu'on appelle le chaos, cher aux dermatoscopistes chevronnés. C'est pas toujours facile, mais là, on voit des réseaux qui sont pas réguliers. On sent qu'il y a eu une digestion. C'est ce qu'on appelle ces globules blancs, ces zones un peu gris blanches, et on sait qu'il se passe quelque chose là-dedans. Effectivement, c'était encore in situ. On a un grain de beauté un peu bizarre. Il a un peu saigné. On voit que là aussi, il y a une digestion du grain de beauté. On voit plus de réseau dans cette partie centrale, et puis c'est en train de s'étendre vers le bas avec une forme tout à fait triangulaire qui n'a aucune raison d'exister dans un grain de beauté normal. Voilà. Le mélanome nodulaire,
c'est un des trucs qu'il faut bien garder pour vous. Tout nodule de croissance rapide, ferme, il y a un acronyme anglais que j'oublie toujours, à raccordement obtus avec la peau. C'est pas un petit pendulum avec un petit pied, vous savez, puis qui fait toutes les petites tétées de roussette, là, comme on dit ici. C'est vraiment important. C'est une bonne partie de nos décès. Je vous en montre un gros. Il avait ça depuis longtemps, le monsieur. Hein. Bon. 2 cm et demi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle une métastase en transit. Hein. C'est-à-dire, c'est déjà une métastase cutanée de son mélanome qui est en train de s'étendre par voie de contiguïté cutanée, pas par voie lymphatique. Il est décédé. Voilà, un petit mélanome nodulaire, un petit peu inflammatoire, un nodule qui pousse vite, un peu de couleur bizarre, ça peut être noir, voilà. Mais ça, c'est un de nos confrères, je l'ai enlevé pendant le confinement, ça ressemble à rien parfois. C'est parce que ça pousse vite et que c'est dur. Et lui, il venait même pas pour ça. Mais je lui dis, c'est bizarre, et ça, c'est quoi Voilà, c'est un nodule qui pousse vite, c'est ferme. Attention, il y a des sarcomes, il y a les mélanomes nodulaires. Lui, il a plein de kératose séboréique, il est assez foncé de peau, il n'empêche qu'il a un mélanome nodulaire sous l'oreille. Et puis Bob, voilà, hein, Bob, il est mort d'un mélanome, le mélanome nodulaire au pied. Les Kanaks, malheureusement, quand ils ont, j'en ai pas vu qu'ils ne soient pas morts, parce qu'ils viennent toujours trop tard. Ils croient que c'est... Il n'y a pas toujours la belle couleur noire que vous voyez là. On a un bobo, c'est un nodule ou c'est une tache qui ne guérit pas. J'ai eu des histoires de chirurgiens qui ont enlevé et puis il n'y a pas eu d'analyse. Et après, on me dit, oh là là, dis donc, je l'ai opéré, mais là, il y a plein de trucs qui repoussent autour, c'est bizarre. Bon, attention, tout nodule plantaire, palmaire aussi, on doit toujours faire une histologie et c'est vrai qu'au pied, il faut toujours penser mélanome nodulaire. Le mélanome, on va aller un petit peu plus vite. Le diagnostic initial est important, vous l'avez compris, et si plus tôt il est fait, mieux ça se passe. On privilégie une chirurgie carcinologique, donc on va dessiner une marge, la limite de la tumeur, parce qu'en dermatoscopie, on voyait que la tumeur, on regarde en dermatoscopie, on essaie de faire notre marge avec. Donc ça, c'est la tumeur, et j'ai été obligé de prendre 1 cm autour de ça. Donc un grain de beauté, par contre, qui me semble bizarre, je vais l'enlever, je dessine et après, je prends une petite marge autour. Le critère le plus important, la clé de voûte pour nous les dermatos, c'est la profondeur. Donc finalement, la façon dont il va s'enfoncer dans la peau. Pourquoi? Parce qu'à 0,75 mm, vous avez le petit plexus sanguin. Quand vous vous écorchez, vous vous cognez, ça saigne pas. Puis à un moment, ça saigne, 0,75 mm. Donc à partir du moment où vous êtes à 0,75 mm, vous avez des cellules de mélanome qui peuvent passer dans la circulation sanguine. C'est pas grand-chose, hein, 3/4 de millimètre. Et vous voyez que la survie, elle est vraiment... quand on a des formes à 4 mm, la survie sans traitement, elle n'était pas très bonne. Les critères histologiques, il y en a pas mal. Plus ils se multiplient, moins bon c'est. Chaque fois qu'on a des changements d'indice de multiplication, hein, on compte le nombre de multiplications par champ d'un impact. Et si ça monte, vous avez plus de mortalité. Et puis, on a beaucoup discuté de ça. Et on sait que plus on va avoir multiplication, plus on risque d'avoir un ganglion sentinelle qui va être positif. Le critère très important du futur, je pense qu'il va nous changer probablement la façon dont on essaie de traiter les gens actuellement, c'est l'ulcération. Parce qu'on se rend compte que si c'est ulcéré, c'est ce que je vous dis, c'est qu'on a passé le plexus sanguin. Et vous voyez que la mortalité, hein, elle descend quand même très vite dès que vous êtes ulcéré de plus en plus dans la peau. Et on vient de commencer à le prendre depuis le mois de juin en compte pour les traitements de nos malades. La reprise chirurgicale, ça c'est un truc très très ancien, il faut faire des marges, donc ça tous les chirurgiens qui opèrent des mélanomes le savent, et on a des marges qui vont aller jusqu'à 2 cm jusqu'au fascia en dessous, si vous regardez en bas à droite, ça nous appartient, et elle emporte les éventuelles micrométastases lymphatiques, voire cutanées, comme vous avez vu sur la diapositive tout à l'heure. Vous voyez que c'est un truc qui a plus de 20 ans ça. Les marqueurs sanguins, on me demande toujours, mais docteur, il n'y a pas une prise de sang, tout ça. C'est toujours décevant. Il y a un truc qui est intéressant, mais pas dans le suivi. Hein. Il y a encore beaucoup de gens qui continuent à faire des taux de LDH pour le suivi, mais ça ne sert à rien. Par contre, la LDH initiale, si elle est élevée,
et mon copain heureusement avait un taux de LDH très normal, eh bien la survie va être très différente, et vous voyez que le taux de réponse au traitement aussi, c'est étonnant, mais si c'est à 2 fois la normale, vous avez que 33% versus 65% de taux de réponse. Donc ça veut dire que c'est un marqueur, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est un peu le seul qui nous aide aujourd'hui, au départ en tout cas. Dans le suivi, dans les grands centres, ils font tout un tas de trucs, mais nous, en pratique clinique, non. Les ganglions, tout le monde a idée que quand on a un cancer et des ganglions, c'est moins bien. Avant l'ère des traitements, on avait une mortalité élevée quand on avait des ganglions. On s'est disputé, moi le premier, pendant longtemps, puisqu'on travaillait beaucoup avec l'Australie qui était très pro-ganglion sentinelle. Et on se rend compte que aujourd'hui, on s'en sert plus beaucoup. Enfin, il n'y a plus cette dispute, pardon, puisque on va avoir une action thérapeutique après, quand on a fait le ganglion sentinelle. Donc c'est le drainage, vous savez, de la zone cancéreuse. Vous avez une tumeur, vous injectez du bleu et vous allez aller prendre le premier ganglion que vous disséquez, qui est un petit peu bleu. En Australie, on fait aussi avec la lymphoscintigraphie, donc vous faites la cartographie. Et puis quand on vous opère, le chirurgien, le professeur Thompson, regardait bien à chaque fois s'il n'y avait plus de radioactivité présente dans ce qu'il avait regardé. On contrôle que ce qu'on a enlevé, c'est bien radioactif, et on sait qu'on a bien enlevé ce qu'il fallait. Qui va avoir les ganglions sentinelles? Peut-être les gens qui ont fait un peu les idiots dans leur enfance. C'est les mélanomes de plus d'1 mm. On a vachement descendu par rapport à il y a quelques années, parce qu'on en revient à ce pronostic dont je vous parlais de l'épaisseur. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous dire ça. En Australie, aujourd'hui, 1/3 de la mortalité, c'est des mélanomes de moins de 1 mm. 1/3 de la mortalité, moins de 1 mm. Pourquoi? Parce qu'ils en ont tellement que la mortalité augmente malgré tout, même dans ces groupes théoriquement moins à risque. Donc, le mélanome, ça va tous nous concerner parce que ça va augmenter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on attendait une augmentation terrible du taux de mélanome. Je vous ai dit que la mortalité allait augmenter, et c'est déjà ce que les Australiens observent, parce qu'ils sont à poil, parce que la beach culture, ça déshabille les femmes. Et c'est beaucoup des filles qui ont ces mélanomes de faible épaisseur, malheureusement avec, là encore, une mortalité importante. Probablement des facteurs qu'on ignore encore un peu. Peut-être c'est la façon dont ils ont pris le soleil qui est différente, puisqu'ils sont assez habillés à l'école. Mais peut-être que c'est aussi des mélanomes ulcérés qui passent inaperçus. C'est pour ça que l'ulcération sera le plus important, un facteur important de plus en plus probablement dans le futur. Qui fait des métastases? On vient d'en parler. Où ça? Un peu partout. Le cerveau, malheureusement. Le poumon, le foie. Et puis quand, plus on s'éloigne des premières années, mieux c'est. On sait que c'est première année, deuxième. Chaque année qui passe, des épaisseurs importantes. On se dit, tiens, je le vois encore cette année, c'est super. Et puis le mélanome, on peut faire des métastases jusqu'à 25 ans en arrière, comme les cancers du rein. Et vous avez des gens qui vont très bien, qui n'ont plus rien. Ils ont vécu en harmonie avec leur métastase de cellules de mélanome pendant 25 ans. Et puis un jour, ça se réveille. Ils viennent, ils ont mal à la tête. Ah, je me sens pas bien, ils ont des vertiges. Vous faites le scan et il y a 15 métastases dans le cerveau. Et elles sont là depuis 25 ans. Je l'ai vu, et pas qu'une fois. Donc, et la CAFAT vient de m'enlever une dame qui a une épaisseur de 3,6 et je lui ai fait faire un scan parce qu'elle avait des vertiges, qu'elle avait des douleurs, etc. Et la CAFAT vient de me retirer son C43, donc je suis en guerre là avec le nouveau médecin-chef de la CAFAT et pour lui dire c'est bon quoi. Soit vous dites il y a plus de 100%, soit vous gardez le 100% pour les malades que moi j'estime il faut avoir un 100% pour ces gens-là et je peux lui expliquer pourquoi. Hein. Ils ne sont pas venus d'ailleurs les gens de la CAFAT à cette présentation ce soir. C'est ce que je ne manquerai pas de lui rappeler quand j'aurai mon rendez-vous que j'ai demandé. Chirurgical, le ganglion, le curage, on n'en fait plus. Parce qu'on traite maintenant les gens avec les nouveaux traitements. Vous essayez de savoir s'il y a déjà un petit ganglion positif. C'est ce qu'on faisait jusqu'au mois de juin cette année. Nos stratégies changent. Hein. Je vais vous montrer juste une diapo pour ça. Mais jusqu'à ce milieu d'année, quand on avait un mélanome d'épaisseur un peu forte, plus d'1 mm, on cherchait le ganglion sentinelle et s'il était positif, on les traitait avec nos nouveaux traitements. La radiothérapie, c'est des cas particuliers de RCP, voilà. Et la chimiothérapie, on n'en fait plus. Ça sauvait à peu près 2% des gens. Quand je suis arrivé sur le territoire, je venais de l'hôpital, il n'y avait pas de cancérologue et je faisais mes chimios à la BD. J'en ai sauvé aucun. Hein. J'en ai pas fait 36, mais j'en ai sauvé aucun. Et puis, Revolution, nouveau traitement et 6 métastases. Aujourd'hui, on a 2 options, soit des thérapies ciblées, soit l'immunothérapie.
thérapie ciblée, vous allez avoir des molécules qui vous bloquent la croissance des cellules cancéreuses en interférant avec du mutation, et on inhibe ce qu'on appelle une voie de signalisation, une voie de prolifération des cellules. Un cancer, ça prolifère. Donc c'est ça ce qu'on essaie d'inhiber, et c'est vraiment un truc génial. Vous avez une target, pouf, vous balancez vos trucs dessus, ça bloque. Et ça bloque quelquefois de façon extrêmement rapide. À chaque fois qu'on va à un congrès, vous voyez des images, il y a des méta partout, puis un mois plus tard, il n'y a plus rien. C'est incroyable parfois. C'est cette réponse objective qui est importante, presque 70%. Complète dans 20% des cas, et qui peut être vraiment très très rapide, avec des effets secondaires qui sont pas si mal. On le prend péros, donc ça va. Par contre, ça s'applique pas à tout le monde. Il n'y a que la moitié des gens qui ont la mutation. C'est souvent d'ailleurs des gens qui ont beaucoup de grains de beauté, qui ont pris beaucoup de coups de soleil dans l'enfance. Je ne vous ai pas dit, mais dans le Pacifique, on a une autre sorte de mélanome. C'est le mélanome qui est lié à ces quantités de soleil importantes qu'on a pris. C'est le mélanome australien qu'on a aussi en Calédonie. On a perdu un docteur de son mélanome de l'oreille que tout le monde voyait sans regarder, enfin ne regardait pas. Et donc c'est le nez, le crâne, les oreilles, les zones où il y a beaucoup de soleil, comme les épidermoïdes. Si vous vous rappelez, je vous ai dit baso, c'est les coups de soleil répétés. Épidermoïde, c'est la quantité de soleil. Donc ici, on a un type de mélanome qu'on n'a pas en Europe tellement. Donc super, les thérapies ciblées, vraiment une bonne arme, même si c'est que la moitié des malades qui ont les mutations. Alors on cherche, il y en a d'autres. Je ne vous ai pas mis, mais il y a d'autres thérapies pour des voies un peu bizarres qui peuvent être bloquées aussi. L'immunothérapie, le premier, ça a été assez lointain maintenant, l'ipilimumab. J'avais réussi à avoir pour un de mes patients, c'était mon assureur cette fois-ci, il ne faut pas me connaître de trop près, et qui lui a fait des métastases et est décédé malheureusement. Mais on a réussi à lui donner quand même une survie de quelques mois en plus, puis il a échappé. Et puis en 2015, la révolution avec les fameux anti-PD-1 qui nous ont révolutionné cette maladie où je ne pensais pas, avec ce que je faisais de chimio à l'hosto, puis en arrivant ici, je ne pensais pas de ma carrière que je verrais arriver une révolution de cet ordre. Eh bien si, qu'est-ce qu'ils font? C'est des anticorps monoclonaux. Le cancer, il est vachement malin. Il va faire un brouillard pour empêcher les cellules immunitaires, les lymphocytes tueurs, de venir le bouffer. Et ces anti-PD-1, ils vont se lier à une protéine, le PD-1, qui est un régulateur négatif. Ça veut dire qu'il va empêcher ce blocage négatif de nos lymphocytes qui vont être capables à ce moment-là de venir faire leur job et de bouffer le cancer. Ça se fait en IV. Les schémas changent en ce moment un peu. Ça doit être surveillé parce qu'il y a quand même une toxicité qui est importante, plus que celle des thérapies ciblées, qui entraîne autour de 10% d'arrêt. Et c'est surtout une toxicité auto-immune. Quand vous libérez le système immunitaire, il en fait qu'à sa tête, il fait un peu le foufou. Et on a des hypophysites, des trucs qu'on ne pensait jamais voir que dans des maladies auto-immunes rares. On a des atteintes de tous les organes. Souvent, il y a une séquence, souvent c'est le digestif, on voit des polyarthrites, on voit tout un tas de trucs, la thyroïde, voilà. Le diabète, plein de choses. Et puis on peut associer éventuellement à l'ipilimumab, mais alors là on décuple la toxicité. Le taux de réponse est bon, vous voyez, on a une réponse qui rejoint celle des thérapies ciblées, mais il y a une toxicité très forte. Voilà. Donc en général, c'est une discussion c'est surtout les cancérologues qui prennent ces décisions en fonction des cas. Est-ce qu'il y a une urgence vitale ou un organe, on fait, s'il est BRAF muté, le BRAF muté, c'est ça dans les thérapies ciblées, on fait le BRAF. S'il l'est pas, on garde ça comme arme. Enfin, on l'a pas, mais s'il l'est, puis on préfère l'immunothérapie. Donc c'est une cuisine, voilà. Même nous, les dermatos, on ne dit pas grand-chose là-dedans. Ces anti-PD-1, ils ont eu l'AMM en curatif, c'est ce que je vous raconte depuis le début, avec une réponse partielle de 23%, complète de 13%. C'est une des premières études du pembrolizumab avec ces séries d'études, il y en a je ne sais pas combien, des centaines, Keynote. Pour les répondeurs, qui répondent dans la première ligne, vous avez un taux de survie à 5 ans qui est de 40%. Et à l'ESMO, Thibault m'a donné les chiffres là, à 7 ans, encore quasiment de 40%. Ce qui veut dire quoi? C'est super, mais enfin, vous avez 40% de répondeurs et 40% des répondeurs qui survivent à 5 ans. Donc, quand on me dit
c'est vachement bien, c'est un progrès incroyable, j'applaudis des deux mains, j'adore Thibaut, je trouve ça génial, j'adore aller en congrès quand on me raconte de belles histoires avec ces courbes de Kaplan-Meier, la survie et tout. Mais enfin, je dis aux gens, ouais, ok, mais au final, la survie, si on est à 20%, c'est pas mal dans des formes métastasées. Hein. On n'est pas à 25 ou 30 ou 40% de survie quand on a métastasé du mélanome. Là encore, j'en reviens à ce que je vous disais au départ, on est tous concernés pour faire le diagnostic précoce. On vient d'obtenir l'AMM pour des formes potentiellement graves, et ça marche en juin 2022, et on l'avait déjà obtenu pour les deux principaux, nivolumab et pembrolizumab, en 2019-2020, quand on avait un ganglion sentinelle. Donc jusqu'à cette année, on faisait le ganglion sentinelle, et s'il était positif, on traitait pendant 1 an. Aujourd'hui, on va changer ce qu'on fait en RCP. Et puis, si on a un Breslow un peu élevé, on ne fera plus le ganglion sentinelle. Donc, pour les gens, c'est quelque part de moins en moins de procédures. Et on va les traiter puisqu'on voit que vous avez, avec un suivi qui est encore faible, mais on va avoir la cohorte, va continuer, je pense, à être surveillée. Mais vous voyez que 15% versus 24% d'événements, ça veut dire de métastase ou de reprise de la maladie, c'est pas mal. Donc, pour le mélanome, des promesses avec tous ces traitements, et il y en aura plein d'autres. Je ne vous ai pas parlé des développements potentiels dont on nous raconte les histoires dans les congrès, mais en fait, ça ne se développe pas comme se sont développées les thérapies ciblées et l'immunothérapie, et tout ce dont on nous avait parlé. Voilà, on est un peu sur notre fin, même si Caroline Robert, à Villejuif, fait plein de trucs. Je ne vous ai pas dit, mais à Villejuif, il y avait une petite phrase qui disait immunotox. Ils ont une conférence, un staff dédié uniquement à la toxicité de l'immunothérapie, parce que maintenant on l'a fait dans plein de cancers, le poumon, la vessie, partout où il y a des mutations en fait. Soleil, UV et tabac, c'est la même chose. Ça va faire plein de mutations dans les cellules cancéreuses, et c'est là où l'immunothérapie elle va être hyperactive. Un cancer tout bête du sein, même s'il y a certains types qui vont réagir à l'immunothérapie, il n'y a pas de mutation tant que ça. Et donc ça ne marche pas en fait. Cancer du côlon, bon, encore qu'il y a une étude qui vient de sortir qui dit qu'il y a des trucs sur certains cancers avec des terrains, vous savez, les mutations fiches, tout ça, là, des cancers du côlon, où on va peut-être pouvoir, dans ces formes un peu bizarres, faire aussi de l'immunothérapie. Donc le champ de l'immunothérapie s'étend partout. En même temps, les réponses, super, mais c'est des promesses. Ce n'est pas encore la panacée pour tout. L'important, c'est de faire un diagnostic précoce. L'important, c'est de savoir protéger nos enfants, vos enfants, de façon à ce qu'ils aient une protection optimale pour éviter de se retrouver à des soucis. En effet, la majeure partie des dégâts, 80%, j'aime bien ces affiches que j'ai trouvées aux États-Unis, arrivent avant l'âge de 20 ans. Je vous remercie.